La conspiration de Louis XVI. Les ombres du palais. Versailles, septembre 1792, un matin de brume automnale. Le soleil timide de l'automne s'infiltrait à peine à travers les hautes fenêtres du palais de Versailles, révélant par touches délicates les dorures fanées et les tentures passées. Un silence pesant régnait, différent du brouhaha habituel des cours royales, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle face à l'imminence du danger. Marie-Élisabeth Rochambeau, 28 ans, dame d'honneur de la reine Marie-Antoinette, marchait dans les couloirs avec une grâce calculée. Ses pas, bien que mesurés, trahissaient une nervosité intérieure. Son corsage de soie bleu pâle épousait sa silhouette svelte, et ses mains gantées de dentelle blanche serraient discrètement un message plié avec une précaution extrême. Chaque pas résonnait sur les dalles de marbre, un écho de plus en plus menaçant qui semblait résonner avec la tension palpable dans le palais. Depuis des mois, la Révolution grondait aux portes de Versailles, transformant ce qui fut autrefois le centre du pouvoir royal en un lieu de plus en plus semblable à une cage dorée. Dans la bibliothèque privée du roi, Louis XVI se tenait immobile devant une grande carte de France, ses doigts traçant nerveusement les frontières comme s'il pouvait, par ce simple geste, reprendre le contrôle d'un royaume qui lui échappait. À ses côtés, le comte Alexandre de Beaumont, conseiller secret dont la loyauté ne faisait aucun doute, observait chacun des mouvements du roi. Louis XVI était las. Sa corpulence imposante semblait s'être affaissée sous le poids des événements, ses traits reflétaient une fatigue profonde qui dépassait l'épuisement physique. Ses yeux, autrefois brillants d'autorité royale, reflétaient désormais une vulnérabilité que nul n'aurait osé imaginer quelques années plus tôt. « Votre Majesté comprend-elle la gravité de la situation ?» murmura Beaumont, rompant le silence. Le roi se retourna lentement, ses mouvements alourdis par la conscience de sa propre impuissance. « La Révolution nous consume, Alexandre. Chaque jour, le peuple gronde. Chaque nuit, je redoute ce qui pourrait arriver. » Sa voix était basse, presque un murmure, mais chargée d'une émotion contenue. Ce n'était plus le ton d'un monarque absolu, mais celui d'un homme confronté à sa possible chute imminente. Marie-Élisabeth, ayant atteint la porte de la bibliothèque, hésita un instant. Sa main, suspendue près de la poignée dorée, tremblait imperceptiblement. Le message qu'elle portait pourrait changer le cours des événements, peut-être même précipiter la chute de la monarchie. Le comte de Beaumont fut le premier à remarquer sa présence. Un léger mouvement de sourcils, un imperceptible signe de reconnaissance. Entre eux existait un langage silencieux, fait de regards et de gestes codés, fruit de longues années de service et de secrets partagés. « Entrez, mademoiselle Rochambeau », dit le roi sans se retourner, comme si sa présence était déjà inscrite dans l'atmosphère de la pièce. Elle s'avança, sa robe bruissant à peine contre le tapis persan. Sa formation à la cour lui avait appris l'art de la contenance, de sorte que rien, dans son maintien, ne trahissait l'importance du message qu'elle transportait. « Votre Majesté m'a fait demander » demanda-t-elle, sa voix claire et assurée. Louis XVI pivota enfin, son regard croisant celui de Marie-Élisabeth. Un instant passa, chargé de non-dits, de tensions contenues. « Nous sommes à un moment critique, commença-t-il, et j'ai besoin de personnes en qui je peux avoir une confiance absolue. » Le mot « confiance » résonnait comme une ironie amère dans un palais où les murs semblaient avoir des oreilles, où chaque confidence pouvait devenir une potentielle trahison. Marie-Élisabeth sentit son cœur s'accélérer. Elle savait, plus que quiconque, à quel point les loyautés étaient devenues fragiles. La Révolution avait transformé les certitudes en doutes, les amitiés en possibles trahisons. Le comte de Beaumont s'approcha, ses pas mesurés brisant le silence. « Ce que nous allons vous confier dépasse votre fonction habituelle, » dit-il, sa voix grave porteuse d'un avertissement implicite. Un frisson imperceptible parcourut l'échine de Marie-Élisabeth. Elle comprenait que ce moment marquerait un tournant, non seulement dans sa vie, mais peut-être dans l'histoire de France. Le récit de leur conspiration commençait, et nul ne pouvait prédire où il les mènerait. Secret et trahison. Paris, quartier de Saint-Antoine, quelques semaines après les événements de Versailles. L'aube s'infiltrait timidement entre les toits délabrés du quartier de Saint-Antoine, révélant une Paris grouillante de tensions et de murmures révolutionnaires. Les premières lueurs du jour caressaient les pavés usés, témoins silencieux des bouleversements qui agitaient la capitale française. Jean-Pierre Dubois était là, dans un coin sombre de la taverne, le Tonneau Rouge, un établissement mal famé où se tramaient les destins les plus sombres de la Révolution. Son visage buriné par des années de bataille portait les cicatrices de son passé de soldat, maintenant reconverti en agent aux allégeances multiples. La taverne sentait le tabac froid, la sueur et les secrets. Des hommes au regard furtif se côtoyaient, parlant à voix basse,
conscient que chaque mot pouvait être une trahison ou une condamnation. Les tables de bois massif, marquées par des années de conversations clandestines, semblaient receler les fantômes de conversations passées. Marc Lefebvre, révolutionnaire à la carrure imposante, s'approcha de Dubois. Ses yeux brillaient d'un fanatisme qui dépassait la simple conviction politique. C'était un homme qui voyait la révolution non comme un mouvement, mais comme une religion. « Tu as l'air préoccupé », dit Lefebvre en s'asseyant, sa voix grave résonnant à peine au-dessus du brouhaha ambiant. Dubois le fixa avec ce regard impassible qui avait fait sa réputation. Un regard qui semblait traverser les hommes, capable de démêler le vrai du faux avec une précision chirurgicale. « Les temps sont complexes », répondit-il simplement. Lefebvre sortit discrètement un document plié, le glissant entre eux comme on échangerait un secret mortel. « Nous tenons quelque chose, murmura-t-il, une conspiration qui dépasse Louis XVI. » Les doigts de Dubois, marqués par des années de combat, effleurèrent le document. Chaque mouvement était calculé, chaque geste réfléchi. Il savait que l'information qu'il allait recevoir pourrait changer le cours de l'histoire. Certains membres de la noblesse sont prêts à sacrifier le roi pour préserver leurs propres intérêts, continua Lefebvre, sa voix à peine audible. Ce n'est pas une simple lutte politique. C'est un jeu d'échecs où chaque pièce peut basculer à tout moment. Dubois entr'ouvrit le document, ses yeux parcourant rapidement les lignes. Nom, date, connexion. Un réseau si complexe qu'il semblait presque impossible à déchiffrer. La taverne continuait sa vie autour d'eux. Des ouvriers, des soldats, des marchands, tous côte à côte, ignorant que dans ce coin sombre, se tramait peut-être le destin de la France. « Tu comprends ce que cela signifie » demanda Lefebvre. Dubois ne répondit pas immédiatement. Son esprit analysait chaque détail, chaque connexion. Il avait appris, durant ces années de guerre et d'espionnage, que la vérité se cachait toujours dans les détails. Un serveur s'approcha, leur jetant un regard méfiant. Dans ces temps troublés, la méfiance était devenue une seconde nature. Chaque conversation pouvait être une menace, chaque confidence un potentiel danger. Les nobles ne sont pas tous unis contre la Révolution, expliqua Lefebvre. Certains voient en Louis XVI un obstacle. D'autres le considèrent comme un pion sacrifiable. Dubois but une gorgée de vin rouge, son regard toujours aussi perçant. « Et toi ? Où te situes-tu dans tout cela ?» Un sourire énigmatique étira les lèvres de Lefebvre. « La Révolution est un processus. Pas un événement. Et dans ce processus, chaque faction cherche à imposer sa vision. » La conversation fut interrompue par un bruit de verre brisé à l'autre bout de la taverne. Un homme venait de se lever, titubant, accusant un autre de trahison. L'atmosphère devint électrique, comme si cette scène banale pouvait à tout moment basculer dans la violence. Dubois et Lefebvre restèrent imperturbables, habitués aux tensions permanentes qui traversaient Paris. « Nous devons agir, » reprit Lefebvre, « avant que la machine ne devienne incontrôlable. » Dubois hocha imperceptiblement la tête. Il savait que chaque mouvement, chaque décision, pourrait avoir des conséquences historiques. La lumière du jour s'intensifiait désormais, chassant les dernières ombres de la nuit. Paris s'éveillait, indifférente au complot qui se tramait dans ces tavernes sombres. Un nouveau chapitre de l'histoire de France s'apprêtait à s'écrire. Et Jean-Pierre Dubois était au cœur de ce tourbillon. Le premier coup de théâtre. Palais des Tuileries, fin novembre 1792, la chambre privée de Marie-Élisabeth. Le crépuscule tombait sur Paris, baignant les murs du palais des Tuileries d'une lumière mélancolique qui semblait pressentir les événements tragiques à venir. Dans sa chambre privée, Marie-Élisabeth Rochambeau était immobile, comme figée par le poids des secrets qu'elle portait. Ses doigts tremblaient légèrement en tenant le parchemin codé qu'elle venait de recevoir. La chandelle à côté d'elle projetait des ombres dansantes sur les murs, donnant à la pièce une atmosphère presque irréelle. Chaque mouvement semblait chargé de tension, chaque respiration un murmure de conspiration. Le message était complexe, tissé de références cryptées et de noms soigneusement dissimulés. Marie-Élisabeth avait développé, au fil des années à la cour, une expertise dans le déchiffrement des messages les plus secrets. Mais celui-ci la mettait au défi comme jamais auparavant. Son regard se porta sur le miroir ancien, reflétant une femme dont la beauté aristocratique cachait une intelligence redoutable. Ses cheveux auburn, soigneusement coiffés selon les codes de la cour, encadraient un visage où se mêlaient détermination et inquiétude. Un bruit de pas dans le couloir la fit sursauter. Rapidement, elle glissa le message dans un compartiment secret de son secrétaire en acajou, un meuble qui avait été témoin de nombreux secrets royaux. La porte s'entr'ouvrit.
C'était Marguerite, sa femme de chambre fidèle, l'une des rares personnes en qui elle avait encore confiance dans ce palais devenu un labyrinthe de trahison. « Madame, voulez-vous du thé » demanda Marguerite, son regard attentif scrutant discrètement l'état d'esprit de sa maîtresse. Marie-Élisabeth esquissa un sourire las. « Merci, Marguerite. Un peu de thé de Chine serait parfait. » Dès que la porte se referma, elle retourna au secrétaire. Le message codé l'appelait. Les informations qu'il contenait étaient explosives, capables de bouleverser l'équilibre précaire du pouvoir. Les révélations commençaient à prendre forme. Des noms, des dates, des connexions qui dépassaient l'entendement. La conspiration dont parlait le comte de Beaumont à Versailles prenait désormais une dimension réelle et terrifiante. Marie-Élisabeth savait qu'elle se trouvait à un point de non-retour. Chaque choix qu'elle ferait dans les prochaines heures pourrait précipiter la chute de la monarchie ou, au contraire, ouvrir une voie inattendue. Un coup discret à la porte la fit à nouveau sursauter. Cette fois, c'était le comte Alexandre de Beaumont lui-même. « Puis-je entrer » demanda-t-il, sa voix grave portant le poids de nombreuses années de secrets diplomatiques. Marie-Élisabeth acquiesça, son cœur battant la chamade. La présence de Beaumont signifiait toujours que quelque chose d'important se tramait. Il entra, sa silhouette imposante contrastant avec l'élégance raffinée de la pièce. Ses yeux, habitués à lire entre les lignes des conversations les plus diplomatiques, semblaient la transpercer. « Vous avez reçu le message » dit-il, ce n'était pas une question mais une affirmation. Marie-Élisabeth hocha légèrement la tête. Les informations sont bouleversantes. Beaumont s'approcha du secrétaire, ses mouvements calculés. Un homme qui avait passé sa vie à manipuler les coulisses du pouvoir ne pouvait pas être lu aussi facilement. La situation est plus complexe que ce que nous imaginions, commença-t-il. Certains nobles sont prêts à tout pour préserver leurs intérêts. Même à sacrifier le roi. Marie-Élisabeth sentait la tension monter. Chaque mot semblait porter le poids de destins potentiellement tragiques. « Que dois-je faire » demanda-t-elle, sachant que sa question contenait bien plus qu'une simple demande de conseil. Beaumont la fixa intensément. « Votre loyauté sera mise à l'épreuve. Et ce que vous choisirez déterminera non seulement votre propre destin, mais peut-être celui de la France. » La nuit tombait définitivement sur Paris. Les ombres s'allongeaient, témoins silencieux d'une conspiration qui dépassait la simple politique. Marie-Élisabeth comprenait désormais que rien ne serait plus jamais comme avant. Les fils invisibles. Paris et Versailles, décembre 1792, entre ombre et lumière. Le froid mordant de l'hiver parisien s'infiltrait partout, jusque dans les couloirs secrets des palais et des demeures aristocratiques. Un brouillard épais enveloppait la ville, comme pour dissimuler les intrigues qui s'y tramaient. Jean-Pierre Dubois marchait d'un pas rapide et déterminé dans les rues étroites de Paris. Son manteau sombre l'enveloppait, lui donnant l'apparence d'un fantôme glissant entre les ombres. Chaque rue, chaque coin était un terrain de jeu pour ses investigations, chaque passant un potentiel informateur. Dans un salon discret près des Tuileries, le comte de Beaumont était réuni avec un groupe restreint de nobles. L'atmosphère était électrique, chargée de tensions et de non-dits. Des cartes géographiques étaient soigneusement disposées sur une grande table en acajou, marquée de points et de lignes dont le sens échappait aux profanes. « La situation devient critique », murmura un homme aux cheveux grisonnants, le marquis de Montmorency. Louis XVI est plus vulnérable que jamais. Un autre aristocrate, le duc de Laval, acquiesça silencieusement. Ses doigts effleuraient discrètement le bord d'un verre de cognac, symbole d'un monde qui semblait se désintégrer. Beaumont observait chacun d'eux avec un calme calculé. « Nos options sont limitées », dit-il enfin. Chaque mouvement peut précipiter la chute définitive ou offrir une chance de restauration. Pendant ce temps, dans un autre quartier de Paris, Marie-Élisabeth Rochambeau recevait une visite inattendue. Marc Lefebvre, le révolutionnaire que Dubois avait rencontré dans la taverne, était à sa porte. « Mademoiselle Rochambeau, commença-t-il, nous avons des informations qui pourraient vous intéresser. » Elle l'invita à entrer, consciente des risques. Sa chambre, bien que raffinée, portait les marques d'une époque en transition. Des livres de philosophie des Lumières côtoyaient des objets hérités de la tradition royale. Lefebvre sortit un dossier. Certains membres de la noblesse préparent un coup. Ils sont prêts à sacrifier Louis XVI pour préserver leurs intérêts. Marie-Élisabeth l'écoutait attentivement, son visage impassible. Elle avait appris, à la cour, à dissimuler ses émotions. Jean-Pierre Dubois, pendant ce temps, multipliait les rencontres. Dans une échoppe sombre, il conversait avec un informateur.
Les murs semblaient avoir des oreilles, chaque mot était pesé, chaque confidence potentiellement mortelle. Les puissances étrangères s'intéressent de près à la situation française, murmurait son informateur. L'Angleterre, l'Autriche. Chacun veut influencer le cours des événements. Dubois prenait des notes, son esprit décortiquant chaque information. Il savait que la vérité se cachait dans les détails, dans ces fils invisibles qui reliaient les événements. Au palais des Tuileries, Louis XVI lui-même sentait l'étau se resserrer. Ses conseillers se faisaient de plus en plus rares, sa cour se vidait. Chaque jour ressemblait à une bataille de survie politique. Marie-Antoinette, à ses côtés, gardait une dignité farouche. Ses yeux reflétaient une détermination qui défiait les circonstances. Elle savait que leur destin était désormais entre les mains de forces qu'ils ne contrôlaient plus. Un bruit de pas dans le couloir. Un messager apportait un nouveau document. Louis XVI le parcourut, ses mains tremblant légèrement. « Ils veulent mon procès » murmura-t-il à sa femme. Marie-Antoinette le fixa, ses yeux brillants d'une rage contenue. « Nous ne nous rendrons pas sans combattre. » Pendant ce temps, Beaumont continuait sa réunion secrète. « Nos alliés étrangers sont prêts à intervenir, expliqua-t-il. Mais le timing est crucial. » Le marquis de Montmorency intervint. « Et si nous organisions une évasion ? Faire sortir le roi de Paris pourrait tout changer. » Les discussions continuaient, chaque participant mesurant les risques et les opportunités. Un jeu d'échecs où chaque mouvement pouvait être décisif. Jean-Pierre Dubois, de son côté, commençait à comprendre l'ampleur du réseau. Ce n'était pas simplement une conspiration, mais un ensemble complexe d'intérêts entrecroisés. Marie-Élisabeth sentait le poids des secrets. Chaque information qu'elle recevait la rapprochait et l'éloignait simultanément de la vérité. La nuit tombait sur Paris. Une nuit qui semblait porter en elle les prémices de bouleversements historiques. L'étau se resserre. Paris et ses environs, janvier 1793, les derniers jours de l'espoir. L'hiver s'était abattu sur Paris avec une férocité particulière, comme si la nature elle-même pressentait les événements tragiques qui se préparaient. Les rues étroites, couvertes de neige et de glace, résonnaient du bruit sourd des rumeurs et des tensions révolutionnaires. Jean-Pierre Dubois arpentait ces rues, son regard perçant balayant chaque recoin, chaque visage. Il avait compris que dans ces moments cruciaux, l'information était plus précieuse que l'or. Chaque conversation, chaque murmure pouvait contenir le germe d'un changement historique. Dans un salon discret du quartier de Saint-Germain-des-Prés, le comte Alexandre de Beaumont présidait une réunion secrète. Autour de lui, quelques-uns des nobles les plus influents de France étaient réunis, leurs visages reflétant une mixture de détermination et d'inquiétude. « La situation est critique », déclara le marquis de Montmorency, sa voix grave portant le poids de générations de pouvoir aristocratique. Louis XVI est désormais prisonnier. Son procès est imminent. Un silence pesant s'installa. Chacun mesurait les implications de ces mots. Le roi, autrefois symbole d'un pouvoir absolu, était réduit à n'être plus qu'un prisonnier, attendant son jugement. Marie-Élisabeth Rochambeau, qui assistait à la réunion, sentait le poids des secrets qu'elle portait. Son regard, habituellement impassible, trahissait une tension intérieure. Elle savait que chaque décision prise dans cette pièce pourrait basculer le destin de la France. « Nous avons plusieurs options », reprit Beaumont, déployant une carte sur la table. Une intervention étrangère, une tentative d'évasion, ou une négociation politique. Chaque option semblait plus risquée que la précédente. L'étau se resserrait autour de la monarchie, et chaque mouvement pouvait précipiter sa chute définitive. Pendant ce temps, dans les geôles où Louis XVI était emprisonné, le roi faisait face à sa destinée avec un mélange de dignité et de résignation. Marie-Antoinette, séparée de lui, luttait avec une détermination farouche pour trouver un moyen de le sauver. Jean-Pierre Dubois continuait son travail d'investigation. Il avait compris que la vérité se cachait dans les interstices, dans ces moments où les différentes factions se confrontaient et négociaient. Un de ses informateurs, un garde républicain qui lui avait vendu des informations, le contacta dans un coin sombre de Paris. « Les choses bougent », murmura-t-il. Le procès de Louis XVI pourrait être plus qu'un simple événement judiciaire. C'est un acte politique qui va définir l'avenir de la France. Dubois écoutait, ses yeux analysant chaque détail. Il savait que dans ce jeu complexe, rien n'était jamais simple. Marie-Élisabeth recevait, par des canaux secrets, des informations qui confirmaient ses pires craintes. Certains nobles étaient prêts à sacrifier le roi pour préserver leurs propres intérêts.
D'autres cherchaient à le sauver, mais leur motivation était loin d'être purement altruiste. Dans le salon de Beaumont, les discussions continuaient. Le duc de Laval proposa une intervention militaire. Nos alliés étrangers sont prêts, dit-il. Une action coordonnée pourrait renverser la situation. Mais Beaumont restait prudent. Chaque intervention étrangère risque de radicaliser les révolutionnaires. Nous devons être stratégiques. La tension montait. Chaque participant à cette réunion secrète sentait que les décisions prises ici allaient avoir des conséquences historiques. Jean-Pierre Dubois, pendant ce temps, recoupait ces informations. Un réseau complexe se dessinait, mélangeant royalistes modérés, révolutionnaires radicaux et opportunistes politiques. Marie-Élisabeth était tiraillée. Sa loyauté envers la cour royale était mise à l'épreuve. Chaque information qu'elle recevait la rapprochait et l'éloignait simultanément de la vérité. Le comte de Beaumont jouait une partition subtile, manipulant les événements depuis les coulisses. Il savait que chaque mouvement pouvait être décisif. La nuit tombait sur Paris. Une nuit qui semblait porter en elle les prémices de bouleversements historiques. Les rues, silencieuses, attendaient. L'histoire était en train de s'écrire, et nul ne pouvait prédire son issue. Révélation. Paris, un lieu secret, une nuit d'hiver glacial, janvier 1793. La nuit enveloppait Paris de son manteau sombre et glacial, semblable à un linceul silencieux qui recouvrait les secrets les plus profonds de la Révolution. Dans un salon obscur et dissimulé, loin des regards indiscrets, se tramait un destin qui allait bouleverser l'histoire de France. Jean-Pierre Dubois était assis, immobile, telle une statue sculptée dans l'ombre. Ses yeux, habitués aux pénombres des tavernes et des ruelles conspiratrices, scrutaient les visages des hommes réunis autour de lui. Chacun portait le poids d'informations qui pouvaient faire trembler les fondements même du pouvoir. L'homme qui venait de parler était un personnage inattendu, Marc Lefebvre, le révolutionnaire fanatique que Dubois avait rencontré des mois plus tôt dans une taverne enfumée du quartier Saint-Antoine. Mais ce soir, Lefebvre n'était plus ce jeune homme enflammé par l'idéal révolutionnaire. Son visage était marqué par une transformation profonde, comme si les événements l'avaient vieilli de plusieurs décennies en quelques semaines. Ce que je vais vous révéler dépasse tout ce que vous pourriez imaginer, commença Lefebvre, sa voix tremblante entre la conviction et la peur. Un silence pesant s'installa. Autour de la table, des hommes de différentes factions, royalistes modérés, révolutionnaires radicaux, agents étrangers, retenaient leur souffle. Dubois sentait que ce moment était décisif. Lefebvre sortit un document plié avec une précaution presque révérentielle. C'était un parchemin jauni, dont les bords étaient usés, marqués par des années de secret. Ce document provient directement des archives secrètes de Versailles, murmura-t-il. Il révèle une conspiration qui dépasse Louis XVI, qui dépasse même la Révolution française. Les regards convergèrent vers le document. Dubois, qui avait vu tant de complots et de trahisons, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pendant ce temps, à quelques rues de là, dans la chambre privée de Marie-Élisabeth Rochambeau, un autre PM du mystère se dévoilait. Elle venait de recevoir une missive codée, un message qui remettait en question tout ce qu'elle croyait savoir sur la monarchie et la Révolution. Les mains légèrement tremblantes, elle déchiffrait chaque mot, chaque syllabe. Son visage, habituellement impassible, reflétait une gamme d'émotions, surprise, terreur, et une forme de compréhension profonde qui la dépassait. Le message parlait d'un complot international, d'influences étrangères qui manipulaient les événements en France depuis des années. Des puissances européennes, l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre, avaient tissé des réseaux complexes d'influence et de désinformation. À la table de Lefebvre, le document révélait des connexions insoupçonnées. Des nobles français travaillaient en secret avec des agents étrangers, non pas pour restaurer la monarchie, mais pour déstabiliser la France et en tirer des avantages géopolitiques. La chute de Louis XVI n'est qu'un épisode dans un jeu bien plus large, expliqua Lefebvre. Certains veulent affaiblir la France, d'autres veulent la transformer, et d'autres encore cherchent simplement à en tirer profit. Dubois écoutait, analysant chaque détail avec la précision d'un chasseur traquant sa proie. Il comprenait que ce qu'il découvrait ce soir était bien plus qu'un simple complot, c'était la révélation des mécanismes secrets qui façonnaient l'histoire. Le comte Alexandre de Beaumont, qui avait ses propres sources d'information, commençait à comprendre l'ampleur du piège qui se refermait. Sa vision stratégique lui permettait de voir au-delà des événements immédiats. Marie-Élisabeth, de son côté, réalisait que sa position à la cour lui donnait un accès unique à ces informations. Elle était à la fois spectatrice et actrice de ce drame historique. Le document de Lefebvre mentionnait des noms, des diplomates,
des banquiers, des aristocrates de différents pays qui tiraient les ficelles depuis des années. L'intrigue dépassait largement le cadre français, s'étendant à toute l'Europe en pleine mutation. Nous sommes tous des pions, murmura l'un des participants, un révolutionnaire aux traits usés par les combats. La nuit avançait, et avec elle, le voile des secrets se déchirait peu à peu. Chaque révélation amenait son lot de questions, chaque réponse ouvrait de nouveaux mystères. Dubois comprenait que le moment était historique. Ce qu'ils découvraient cette nuit-là allait transformer leur compréhension de la Révolution française, de la monarchie, et des mécanismes du pouvoir. La conspiration contre Louis XVI n'était qu'une partie infime d'un tableau beaucoup plus complexe et sombre. Et la vérité, comme toujours, se nichait dans les interstices, dans ces moments fragiles où l'histoire basculait. Le dernier combat. Paris, au cœur de la Révolution, les derniers jours de janvier 1793. L'aube se levait sur Paris, une aube grise et impitoyable qui semblait porter en elle le poids d'une tragédie imminente. Les rues étroites et glacées bruissaient d'une tension électrique, comme si la ville tout entière retenait son souffle à l'approche d'un moment décisif de l'histoire. Dans la salle du tribunal révolutionnaire, Louis XVI attendait. Ses traits, autrefois marqués par la mollesse royale, s'étaient durcis. Il était devenu l'ombre de lui-même, transformé par les événements qui l'avaient conduit de la grandeur du trône à l'humiliation du banc des accusés. Marie-Élisabeth Rochambeau était postée près des coulisses du pouvoir, ses informations secrètes pesant comme un boulet. Elle savait que chaque mouvement, chaque confidence pouvait basculer le destin de la monarchie. Jean-Pierre Dubois, lui, était devenu le nexus invisible de toutes les conspirations. Ses contacts multiples, révolutionnaires, agents royalistes, espions étrangers, formaient un réseau complexe dont personne ne mesurait vraiment l'étendue. Le comte Alexandre de Beaumont avait compris que le combat final se jouerait sur un terrain autrement plus subtil que les champs de bataille. La politique, l'intrigue, la manipulation psychologique seraient ses véritables armes. Dans les couloirs sombres du pouvoir révolutionnaire, les factions s'affrontaient. Robespierre, avec son regard fanatique, représentait l'aile la plus radicale. Les Girondins, plus modérés, cherchaient encore un compromis. Et dans l'ombre, d'autres joueurs manipulaient les événements. Marie-Élisabeth reçut ce matin-là un message codé qui fit trembler ses mains. Un plan était en préparation, un plan qui pouvait tout changer. Sauver le roi. Le sacrifier? Les motivations étaient multiples, les enjeux démesurés. Dubois, infiltré dans un groupe de conspirateurs, comprit rapidement que le sort de Louis XVI serait décidé bien avant son procès officiel. Les véritables négociations se jouaient dans des salons secrets, loin des regards publics. Nous devons agir maintenant, murmura un noble à Beaumont lors d'une réunion clandestine. Chaque heure qui passe nous rapproche de l'irrémédiable. Le comte observait, calculait. Sa stratégie était comme un jeu d'échecs complexe où chaque pièce représentait un enjeu politique. Louis XVI n'était plus qu'un roi, mais un symbole dont la vie ou la mort pouvait précipiter ou contenir la révolution. Les puissances étrangères regardaient. L'Autriche, la Prusse, l'Angleterre, tous avaient leurs propres intérêts. Une intervention militaire? Un assassinat politique? Une négociation secrète? Chaque option était évaluée, pesée. Marie-Élisabeth découvrit ce jour-là un détail qui pouvait tout changer. Certains révolutionnaires ne voulaient pas simplement la mort du roi, ils voulaient le transformer en un exemple, en un symbole de la chute de l'ancienne monarchie. Dubois, entre-temps, recoupait ces informations. Un réseau incroyablement complexe se dessinait, où royalistes modérés, révolutionnaires radicaux et opportunistes politiques se mêlaient dans une danse mortelle. Dans sa cellule, Louis XVI méditait. Il n'était plus ce roi indécis d'autrefois. La perspective de la mort l'avait transformé, lui donnant une dignité nouvelle, presque tragique. Les jours passaient, chargés d'une tension insurmontable. Marie-Élisabeth sentait que son destin personnel était désormais lié à celui du roi. Chaque information qu'elle détenait était un fragment d'une vérité plus grande. Beaumont comprit que le véritable enjeu dépassait Louis XVI. C'était toute la structure du pouvoir en France qui était en train de se réinventer dans le sang et la violence. Un complot se tramait pour tenter de sauver le roi. Mais qui, réellement, voulait le sauver? Et pourquoi? Marie-Élisabeth reçut un message d'un de ses contacts les plus secrets, une fenêtre étroite s'ouvrait pour une possible évasion. Mais l'opération semblait impossible, les risques démesurés. Dubois, lui, comprenait que chaque information était un puzzle dont il ne voyait pas encore l'image complète. Les conspirations s'entrechoquaient, se contredisaient, se neutralisaient.
le comte de Beaumont organisa une ultime réunion secrète. Autour de lui, les derniers défenseurs de la monarchie. Chacun savait que ce moment serait décisif. Nous avons peu de temps, déclara-t-il. Et encore moins de certitude. La France retenait son souffle. Paris semblait suspendu entre le passé et l'avenir, entre la monarchie et la République. Louis XVI attendait. Marie-Élisabeth conspirait. Dubois enquêtait. Beaumont manœuvrait. L'histoire était en train de s'écrire, et nul ne pouvait prédire son issue. L'épilogue. Paris et ses environs, quelques années après l'exécution de Louis XVI. Le temps, cette force implacable qui efface et transforme, avait passé sur Paris. La ville, marquée par les bouleversements révolutionnaires, portait en elle les cicatrices profondes d'une métamorphose historique. Marie-Élisabeth Rochambeau marchait lentement le long de la Seine, son regard perdu dans les méandres de ses souvenirs. Les années avaient adouci ses traits, mais son regard gardait cette intensité qui la caractérisait pendant les années tumultueuses de la Révolution. Elle portait en elle les secrets d'une époque, des informations qui auraient pu renverser des dynasties, changer le cours de l'histoire. Mais le temps avait aussi apaisé ses ambitions, transformé ses motivations. Jean-Pierre Dubois, lui, avait continué son existence d'ombre. Après la Révolution, après le règne de la Terreur, il était devenu un homme aux multiples visages, naviguant entre les différents pouvoirs qui se succédaient. Le comte Alexandre de Beaumont avait survécu, mais à quel prix ? L'aristocratie avait été profondément transformée. Ceux qui avaient réussi à préserver leur position sociale étaient devenus des adaptateurs, des stratèges capables de survivre dans un monde en constant changement. Paris n'était plus la même ville. Les rues qui avaient vibré des cris révolutionnaires, qui avaient été le théâtre de tant de drames, avaient changé. Les pavés gardaient en mémoire les cortèges, les exécutions, les moments de gloire et d'horreur. Marie-Élisabeth s'arrêta un instant, contemplant la ville. Elle repensa à Louis XVI, à cette période où tout semblait possible et impossible à la fois. Le roi, symbole d'un système qui s'effondrait, avait été à la fois victime et instrument d'une transformation historique. Dans un salon discret du faubourg Saint-Germain, Beaumont recevait quelques-uns de ses anciens contacts. L'atmosphère était différente de celle des années révolutionnaires. Ici, on parlait désormais de stratégie, de reconstruction, de survie. Nous avons survécu, dit-il à l'un de ses interlocuteurs, mais à quel prix ? Dubois, entre-temps, continuait son travail d'information. La France avait changé, mais les réseaux d'influence persistaient. Les conspirateurs d'hier étaient devenus les conseillers d'aujourd'hui. Marie-Élisabeth avait choisi une voie différente. Elle avait utilisé les informations qu'elle détenait non pour le pouvoir, mais pour comprendre. Elle était devenue une sorte d'historienne officieuse, collectant des témoignages, recoupant des récits. Un matin, elle reçut un document inattendu. Un manuscrit détaillant certains des complots les plus secrets de l'époque révolutionnaire. C'était comme si les fantômes du passé venaient lui murmurer leurs derniers secrets. Dubois la contacta. Leurs chemins, si souvent croisés pendant la Révolution, se rejoignaient à nouveau. Ils représentaient désormais les derniers témoins vivants d'une époque révolue. Que reste-t-il de nos conspirations ? Lui demanda-t-il lors d'une rencontre. Marie-Élisabeth sourit tristement. Des histoires. Des fragments. Des vérités partielles. Beaumont, de son côté, continuait à tisser des liens. L'aristocratie avait appris. Fini l'arrogance d'autrefois. Place à la subtilité, à la négociation, à la capacité de s'adapter. Paris continuait. La ville, témoin de tant de bouleversements, semblait avoir absorbé ces années de chaos dans sa pierre même. Chaque rue, chaque bâtiment portait en lui les traces de cette transformation. Marie-Élisabeth publia finalement certains de ses mémoires. Pas tous. Jamais tous. Certains secrets devaient rester secrets, pour protéger non seulement des individus, mais l'idée même de l'histoire. Dubois continua son travail dans l'ombre. Agent, informateur, historien non officiel. Il comprenait que la vérité était multiple, complexe, jamais réductible à un simple récit. Beaumont mourut quelques années plus tard, emportant avec lui une partie des secrets de cette époque. Son enterrement fut sobre, comme pour signifier que l'époque des grands drames aristocratiques était révolue. Marie-Élisabeth, dans ses derniers écrits, tenta de donner un sens à cette période. Ce n'était pas une histoire de héros ou de méchants, mais une histoire de transformation, de mutation profonde. La Révolution, écrivit-elle, n'a pas été un événement. C'était un processus.
Un long processus de réinvention collective. Dubois, dans ses carnets personnels, formula une réflexion similaire. Les conspirations, les complots, n'étaient que des symptômes d'un changement plus profond. Un soir d'automne, Marie-Élisabeth, vieillissante mais toujours aussi perspicace, regarda par la fenêtre. Paris s'étendait devant elle, ville éternelle, ville transformée. Elle comprit que l'histoire n'était pas une succession d'événements, mais un flux continu. Les conspirations de Louis XVI n'avaient été qu'un moment dans ce flux, important mais pas définitif. La France avait survécu. Transformée, meurtrie, mais vivante. Fin,